Hello, je suis Léna, passionnée de bien-être, mieux vivre et spiritualité. J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quels que soient vos problèmes, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reçois Virginie Refsteck, thérapeute et coach diplômée, artiste et formatrice, afin de parler de la reconnexion à soi. C'est tout un programme et c'est vrai que c'est quelque chose de fondamental parce que malheureusement, on passe souvent sa vie loin de notre véritable authenticité. On ne se connaît pas forcément en profondeur, on peut se distraire de nos émotions parce qu'elles nous font peur. Ce que je peux comprendre parce que certaines sont très douloureuses, oh là là. Alors que ce sont en fait juste des messages importants à écouter. On se critique éventuellement pas mal, on peut juger la vie de manière excessive, on manque de confiance, on ne s'aime pas, on reste trop dans le contrôle, on est perfectionniste, que moi, anxieux, frustré, déprimé, bref. Si vous vous reconnaissez même un petit peu dans cette description, cet épisode va vous donner des pistes pour changer cela. On parle également du pouvoir du cœur, le cœur étant très puissant, son champ électromagnétique est plus fort encore que celui du cerveau. Il reçoit des informations intuitives avant lui, c'est pour dire. Enfin, Virginie nous donne 2 exercices en live, entre guillemets, dans ce podcast, et ces quelques minutes font toute la différence. Je vous invite à les faire régulièrement, d'ailleurs, parce que ça fait du bien, ça permet d'avoir du recul et d'être plus connecté à son corps et à son intuition. Cet épisode est divisé en 2, la suite la semaine prochaine, gros bisous! Bonjour Virginie, je suis ravie de te rencontrer et de me connecter à toi pour parler de cela justement, la connexion, mais pas n'importe laquelle, celle qui est la base, la connexion de soi. Alors tu vas nous donner des conseils pour développer des outils qui vont permettre d'apprendre à nous connaître en profondeur, pour s'aimer davantage, être plus connecté à notre intuition, etc. etc. Ok, avec plaisir. Bonjour, bonjour à tous. Parlons d'abord des jugements. Je trouve que dans notre société, il y a une quantité horrible de jugements. Ils sont bien trop nombreux et il est vrai également que nous passons souvent beaucoup de temps à se juger soi-même. Comment faire pour développer de la compassion pour soi et même commencer à arrêter cette manie toxique ? Ouais. Bon, alors, la première étape à faire, c'est évidemment de se rendre compte déjà. Toujours, bien sûr, la de conscience. se rendre compte qu'on est en train de se juger. Parce que c'est bien là le souci, c'est que quand on se juge, souvent on s'identifie à ce qu'on est en train de se raconter, aux histoires qu'on est en train de se raconter dans notre esprit. Donc t'es nul, t'y arriveras jamais, tu fais pas ci, tu fais pas ça, t'es pas assez ci, t'es pas assez ça. On y croit. Ouais. Donc la première étape, c'est de prendre du recul et de s'habituer à regarder bien tous ces jugements avec conscience, pleine conscience, pour les changer et pour se dire non, j'arrête ça, j'arrête de me dire des choses comme ça. Et voilà, c'est aussi simple que ça, hein. C'est aussi d'arrêter vraiment le tuyau d'eau. Voilà. On se dit non, mais pour ça, il faut en prendre conscience. Voilà. Ouais, sinon, tu es en pilote automatique et puis tu n'as même pas pensé, et tu t'es même pas stoppé dans tes pensées, que tu as déjà, je sais pas, 100 pensées négatives en moins de 2 minutes. C'est la spirale infernale. Ouais, c'est énorme. C'est énorme et puis évidemment, ça vient aussi des croyances limitantes qu'on a en nous, qui sont profondément ancrées, des injonctions qu'on a reçues quand on était enfant. Et qui ont fait qu'on croit des choses sur nous-mêmes. C'est vraiment les histoires qu'on se raconte sur nous. Et à force de se les raconter, on y croit. Mais par contre, rien n'est écrit dans le marbre. Il est toujours possible de changer ça. C'est ça qui est intéressant, qui est important de se souvenir. Complètement. Souvent, quand on se critique soi-même, on a tendance à émettre beaucoup de jugements, notamment envers notre physique ou notre corps. On le descend constamment. En tout cas, moi, c'était mon cas. Et puis, effectivement, en ayant discuté avec pas mal de filles, c'est souvent la même chose. J'imagine évidemment qu'il y a aussi des hommes, bien sûr. Mais comment réussir à changer ce regard très lourd que l'on a sur lui, donc notre corps, sur notre apparence physique et donc sur soi ? Le corps, c'est vraiment c'est comme notre meilleur compagnon, quelque part. Voilà, c'est celui qu'on a. Donc tout le chemin, ça va être de travailler à l'accepter comme il est et de s'accepter comme on est. Sachant qu'en plus, le corps, c'est-à-dire que quoi qu'on lui dise, c'est en fait on lui dit des choses
eh bien lui, il va se plier. En gros, il écoute celui qui parle le plus fort à l'intérieur de nous. Ouais. Donc, si on lui dit tout le temps ah, t'es moche, ah, vraiment, ses fesses, non, ce ventre, non, ça va bien, mais alors mes cheveux, c'est horrible. En fait, le corps, lui, il va suivre ça. C'est-à-dire que c'est ça qui est hyper puissant, de se rendre compte de la force de notre esprit aussi, hein, et de ceux auxquels on croit. Euh, c'est qu'il y a Évidemment, il y a quand même la génétique, il y a plein de choses, hein. Il y a Mm. aussi l'extérieur, le monde extérieur, mais c'est beaucoup, beaucoup ce qu'on croit, ce auquel on croit, et qui fait qu'on va avoir un regard négatif sur le corps, et le corps va commencer à se mettre d'accord avec ce qu'on dit, en fait. Donc c'est pareil, prendre du recul, se rendre compte de ce qu'on se raconte, et chose qui est vraiment hyper importante, comme avec les pensées jugeantes, puisque là c'est un jugement sur le corps, c'est de se dire que c'est pas vrai. C'est-à-dire que toutes les pensées qu'on a, et on a un tas de pensées, comme tu disais très bien, une centaine de pensées, ça va très très vite. C'est des pensées poubelles, hein. On a beaucoup, beaucoup de poubelles qui nous traversent l'esprit. Oh là Donc là. c'est aussi de se rendre compte de ça, Mm. que c'est pas forcément les pensées le problème. C'est parce qu'en fait, oui, les pensées, elles sont là, elles se promènent aussi d'un individu à l'autre, hein, mais c'est plutôt quand on commence à y croire. On y croit et on se dit que c'est vrai. Euh, voilà, donc voilà, se rendre compte de toutes ces pensées, des pensées sur son corps, et se dire, mais non, en fait, c'est pas parce que je pense ça que c'est vrai. Hein. C'est pas parce que je pense que mes fesses, elles sont hyper moches que c'est vrai. Ben non, je peux aussi décider d'en faire les plus belles fesses du monde parce que pour moi, elles sont belles et mes fesses, elles sont comme elles sont. Alors, je vous donne l'exemple des fesses, mais ça peut Mm. être les cheveux, ça peut être tout, le poids aussi qu'on a. Et c'est un travail constant sur vraiment s'aimer, puis se dire qu'on est unique et avec la forme qu'on a, avec l'histoire qu'on a, mais c'est aussi ça qui fait notre force. Ouais, c'est de réussir aussi à être OK finalement, à peut-être moins être pollué par ces ruminations qui nous dit qu'on a des grosses fesses, etc. C'est de se dire, bah oui, mais mes fesses, elles fonctionnent bien. Au final, j'ai pas besoin de me regarder, je les vois pas, mes fesses. Et je peux juste être bien et me dire, bah mon corps, il me permet de me bouger, mon popotin, il me permet de faire des squats, de monter les escaliers, etc. C'est aussi se rappeler ça, je dirais. Ouais. Ouais. Et on a toujours la possibilité de changer quelque chose qui nous rend vulnérables ou une vulnérabilité en force. Et c'est ça qui est extra. C'est quand on C'est... commence à se dire, moi par exemple, je tremble des mains, ça fait 20 ans que j'ai un tremblement de main. Je suis passée par tout un tas de stades de honte, de culpabilité. Il y a de grandes probabilités que ce soit à propos d'un accident, hein, d'un accident que j'ai eu. Mais voilà, au bout d'un moment, c'est l'acceptation et de me dire, tiens, ok, je tremble des mains, comment est-ce que je peux en faire une force? Ma force, c'est de l'accepter. C'est, oui, je tremble des mains. Et puis, prendre du recul aussi par rapport à ce que les autres nous disent. Voilà. Oui, c'est vrai, hein. Moi, je sais que mon chéri, quand j'étais... Moi, je faisais de la dysmorphophobie, alors que pourtant, je suis mince. Je me trouvais grasse, dégueulasse, hein, c'était le terme que j'employais. Et mon chéri me répétait régulièrement des compliments qu'il pensait. En plus, moi, j'étais là, mais je dis, mais ça va pas, t'es complètement fou. En fait, non, c'était mes pensées qui étaient complètement folles, parce que ça venait de blessures que j'avais et de la vision de moi-même. Et c'est vrai que j'ai vraiment vu une différence en travaillant sur moi et en acceptant. Alors aussi, moi, j'ai eu pas mal d'années d'handicap où je pouvais plus marcher, etc. Et en fait, ça m'a remis un petit peu, je pense, les points sur les i, dans le sens où j'ai compris que mon corps, fallait que j'en prenne soin, que c'était aussi une petite blessure, c'était aussi un petit être, en fait, hein, un petit vaisseau, comme je l'appelle, terrien, qu'on loue un petit peu quand on vient sur Terre. Moi, c'est comme ça que je le considère. Et faut en prendre soin. Et puis au final, est-ce que c'est vraiment si important de ressembler à Kim Kardashian ou je ne sais quoi? Enfin, tu vois, ça m'a vraiment remis les priorités, le sens des priorités. Et aussi le fait que du coup j'ai été handicapée pendant des années, je me suis dit mais en fait moi, la liberté c'est le meilleur des choses, c'est bien plus important qu'avoir un cul parfait. Faut dire quand même ce qui est, et quand tu peux plus marcher tu dis mais en fait non mais c'est pas grave en fait, je m'en fiche, finalement il y a des choses très très importantes. Et c'est assez marrant quand tu parles oui des pensées, finalement c'est des symptômes, c'est jamais la cause. Donc c'est aussi ça, c'est chercher la cause de ce qui provoque ces pensées là, et ça vient souvent de l'enfance, de nos croyances, etc. etc. Énormément, énormément. Après, il y a évidemment notre inconscient individuel, notre histoire individuelle, mais pas que, hein, puisqu'on est dans une société, on est dans un pays. Donc il y a toutes ces couches-là. C'est aussi des stéréotypes.
bien hein. sûr. Les stéréotypes de beauté d'un pays à l'autre sont complètement différents, d'un continent à l'autre. Il y a la culture, il y a l'histoire. Enfin, voilà. Au niveau sociologique aussi, c'est important de se rendre compte que c'est pas nous individuellement qui portons aussi Mm. tout, toute la responsabilité des pensées qui nous traversent. Ouais, bien sûr. Ouais. Ouais. Euh, Mais c'est pour ça que ça me fait aussi penser à quelque chose, c'est d'arrêter aussi d'être obsédé et de se regarder toujours. Quand je parle par rapport au physique, hein. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de personnes, j'appelle des personnes des narcissiques négatifs, c'est-à-dire qu'elles se regardent tout le temps, mais c'est pour vérifier comment elles sont parce qu'elles n'ont pas confiance en elles, donc pour vérifier que, je sais pas, que leur ventre est bien rentré, que leur peau est normale, etc. Et en fait, finalement, moi, je sais que je me suis beaucoup moins regardée et ça m'a beaucoup servi parce que c'est devenu une priorité moindre. C'est finalement de la neuroplasticité, hein. Il y a moins de connexions neuronales qui se font par rapport à se regarder, vérifier. Et puis au final, bah, du coup, ton esprit, il est moins focalisé là-dessus parce que c'est moins important. Donc c'est un peu un réflexe pavlovien, pardon, qu'on essaye de remettre en, tu vois, en jeu. ouais. Oui, complètement. Alors, moi, ce que je conseille, et c'est ce que j'enseigne aussi, c'est la voie du cœur. C'est de revenir à l'intérieur de soi. C'est-à-dire, au lieu de faire un chemin toujours extérieur, hein, parce que ça, c'est l'apparence. Bon, évidemment, en plus, on est dans un monde de beaucoup d'apparences, hein, aussi avec les réseaux sociaux, qui Ouais. apportent plein de bonnes choses, mais qui sont aussi, voilà, le point négatif, ça peut être vraiment ça. C'est-à-dire que c'est quand même toujours ce qu'on veut bien montrer sur les réseaux sociaux, et c'est toujours l'apparence, donc c'est l'extérieur. Mm. Et bien là, c'est de revenir tout le temps à l'intérieur. Et du coup, quand tu parles de neuroplasticité, c'est s'habituer à mettre l'attention non plus à l'extérieur, mais à l'intérieur. Et de faire de l'intérieur notre phare essentiel. Ouais. Tiens, mais comment je me sens là maintenant? Comment je me sens là maintenant tout de suite? Comment je me sens émotionnellement? Comment je me sens dans mon corps, physiquement? Quelles sont mes pensées? Hein, donc c'est les trois choses qui nous constituent avec l'énergie. Donc pensée, sensation physique et émotion. Et on fait le point. On fait le point très régulièrement à l'intérieur. Ouais. Et à partir de là, c'est ça qui va être le repère, la référence pour pouvoir agir. Euh, pour Donc si on se pouvoir... sent mal, par exemple, si on a une sensation physique qui est désagréable, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Bah, tu nous parles de ces 3 points. Si, par exemple, tu te rends compte que tu es en train de checker justement ces 3 points et qu'il y a un des points qui ne va pas, où tu te sens pas bien, etc., ou une émotion qui est désagréable, comment tu peux faire dans ce cas-là? Alors, il y a plusieurs choses. Tu peux aussi effectivement te concentrer sur ce que tu ressens physiquement et là essayer de faire quelque chose pour ça. Mais par exemple, en pleine conscience, tu peux tout à fait faire 3 minutes de respiration où là, tu vas faire juste un point. C'est-à-dire que tu te mets dans ton ventre, tu respires et tu vas faire un point, 1 minute, même pas. Tiens, qu'est-ce que je ressens émotionnellement? Ok. Là, tu n'essayes pas de changer quoi que ce soit, mais tu essayes de le voir justement avec recul, émotion, sensation physique, même si tu as des douleurs, tu regardes. Ok, bon, j'ai mal au dos, ok, par exemple, hein, et puis les pensées. Ok, tiens, les pensées récurrentes que j'ai. Et tu te dis, ok, tout ça, c'est comme ça maintenant, et c'est ok. Et puis après, tu reviens à ta respiration. Ça peut être une des choses, de s'habituer aussi à juste reconnaître ce qui est là, et autoriser ce qui est là à être là. Et Voilà, puis après, exactement. voilà, et après, tu as aussi dans un deuxième temps, tu peux tout à fait vraiment te poser avec ton corps physique quand tu as des douleurs, mais la première phase, ça va être toujours de la reconnaître, avant même de vouloir la changer ou de la Bien sûr. rejeter. C'est, tu vois, d'être avec, après tu respires dedans, tu inspires, tu expires dans la douleur. C'est comme tu l'accompagnes. Moi, je fais un travail justement du cœur et d'amour avec le corps, donc ça peut être vraiment au niveau même cellulaire profond. Moi, je pars du principe que ce qui nous fait du bien à l'extérieur, entre nous, dans nos relations, ça va être exactement la même chose dans le corps. Ouais, ouais, Donc, ouais. quand tu fais du bien à tes amis, c'est quand tu vois, tu les encourages, tu les aimes un peu inconditionnellement, et ben, tu vas faire la même chose avec ton corps. Donc, quand tu as une douleur, c'est d'être avec. Première chose, c'est d'être avec. Comme avec un petit enfant malade, Voilà. tu vas être avec. C'est pas tout de suite, tu veux pas le changer, mais juste être là pour lui, faire présence. Donc là, tu respires. Et puis, tu peux encourager tes cellules, tes organes.
vous êtes formidable, je vous aime. Tu vois, c'est des choses vraiment hyper simples. Euh, mais l'amour, Ouais. il est dans toutes les directions. Hein. Il n'est pas seulement Exactement. à l'extérieur, il est à l'intérieur, même à l'intérieur de notre corps. Ouais. Non, non, je suis complètement d'accord. Moi, je parle tout le temps à mon corps, mais plusieurs fois par heure. Parce que je le Ouais. prends comme un petit être dont je m'occupe finalement. Et au final, ça m'a vraiment permis d'apaiser mon système. Et surtout aussi, effectivement, comme tu dis, hein, le fait d'apprendre à écouter les sensations sans jugement, sans peur, mais avec amour et compassion, c'est ce que je parle aussi parce que je trouve que c'est hyper important. Ça permet de changer le dialogue interne qu'on avait jusqu'alors. Et ben en fait, on peut développer la connexion et le dialogue avec notre corps. Et donc, du coup, finalement, l'intuition vient plus, on fait des meilleurs choix, on est beaucoup plus connecté, donc on est à même de savoir qu'est-ce qui est bon pour nous ou pas. Enfin, oui, oui, c'est vraiment le début d'une sorte de liberté et de pouvoir interne. Et je trouve ça assez beau. Ça me fait penser tout ce que tu dis aussi à l'énergie que tu ressors finalement quand tu travailles sur toi, etc. C'est aussi, ça me fait rire parce que je pense à des personnes qui, par exemple, physiquement ne sont pas très très belles ou prennent pas trop soin d'elles, mais qui sont bien dans leur basket et tu vas le sentir tout de suite. T'es attiré par ces personnes-là qui sont bien dans leur basket de toute façon. Et c'est pour ça que finalement le physique n'est pas tant important. Ce qui est important, c'est l'énergie que tu dégages. Et c'est pour ça que c'est beau de pouvoir bosser sur soi et de se retrouver, je trouve. Ouais, ouais. Oui, parce que c'est un peu comme c'est des zones. Moi, pour moi, je vois un peu des zones noires, tu vois. Des Mm. zones noires, c'est notre honte et notre culpabilité. En gros, ça pourrait presque se résumer à ça. C'est toutes les zones à l'intérieur de nous qu'on rejette, où on n'est pas bien avec, c'est accompagné de culpabilité et de honte. Ouais. Donc, c'est un peu comme un gruyère et on a plein de zones noires à l'intérieur de nous. Quand on commence à faire un travail pour les accepter, on met de la lumière, on met de l'amour, et justement, ça va rayonner et attirer d'autres personnes parce que d'un seul coup, ces zones noires cachées et que l'on veut cacher, bah, ne sont plus cachées. Et Ouais. du coup, voilà, il y a un côté magnet Mm. qui arrive. Donc c'est ça qui est intéressant. Euh, Ouais. voilà. Je trouve que la vulnérabilité, c'est finalement être puissant. Parce que être vulnérable avec les autres, c'est finalement être fort parce que personne ne veut montrer ses vulnérabilités. Mais moi, justement, je préfère être vulnérable parce que du coup, pour moi, ça me permet d'être forte, ça permet aussi d'inspirer les gens, ça permet de partager, de s'ouvrir. Et c'est beaucoup plus authentique et beaucoup plus beau, je trouve. Ouais, oui. Bah oui, oui, oui. Alors après, c'est ça, c'est pas toujours évident Non. d'être vulnérable. Être vulnérable, par exemple, avec ce qu'on ressent, c'est peut-être ce qu'il y a de plus compliqué. Parce que après, en tant que société, on n'a quand même pas trop été éduqués sur nos émotions. Voire No. même pas du tout. Donc, moi, je viens d'un endroit, par exemple, où les émotions, c'était plutôt rentrer, rentrer. Donc, j'ai appris avec le temps et je continue d'apprendre hein, à exprimer ça, mais c'est pas du tout évident de te retrouver dans un endroit et d'être capable de dire, bon, ben, là, je me sens pas très bien, je vais rentrer. Ou, ah ben tiens, là, je viens de parler d'un truc, mais ça m'a touché. Voilà, de s'habituer aussi à dire, des fois, c'est pas nécessaire de le dire, mais c'est effectivement important d'être entier, de pouvoir Ouais. accepter d'être entier. Et puis d'analyser ce qui se passe en nous et ce qui nous trigger, tu sais, ce qui nous enclenche des émotions un petit peu négatives. Je trouve ça super parce que finalement, tous ces déclencheurs-là d'émotions un petit peu inconfortables, ça va nous permettre ça nous donne des pistes pour travailler sur des blessures du passé. Et tu vois, j'en ai eu une lundi par exemple, c'était très bizarre, mais j'ai analysé après, où j'avais un ami qui me racontait plein de choses, il avait passé un super week-end, etc. Donc j'étais très contente pour lui. Et en fin de compte, je me suis dit, mais c'est bizarre, une heure plus tard, je me sentais un petit peu angoissée, un peu, il y avait une petite menace en moi. Donc j'ai analysé la chose et j'ai compris en fin de compte qu'une vieille blessure du passé était le fait que quand les gens étaient trop heureux, c'était comme s'ils ils avaient plus besoin de moi et donc ils allaient m'abandonner. C'est bizarre, hein. Et c'est pour ça que je trouve ça très beau c'est pas facile, hein, mais de travailler sur soi et de se poser les questions. Pourquoi j'ai eu cette émotion-là? Pourquoi j'ai eu cette sensation-là? Comme tu dis, hein, de le faire, pour faire le point et pour se dire, en fait, oui, voilà, c'était des émotions, des blessures du passé, et elles n'ont plus lieu d'être aussi. Oui, 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 tout à fait. Bah, c'est la conscience qui va permettre le choix. Ouais, Parce que tant que tu n'es pas conscient de quelque chose que tu fais ou que tu penses régulièrement, tu ne peux pas le changer. Hein. On ne peut non, pas changer quelque chose dont on n'est pas conscient. ouais, ouais, C'est la conscience en premier, et puis après, tu vas pouvoir dire, bon, bah, ok, est-ce que je le garde ça ou est-ce que je le garde pas? ouais, Et aussi pouvoir se pardonner quand on n'y arrive pas non plus, pour pas régénérer de la honte et de la culpabilité. ouais, très important. C'est aussi le truc du développement personnel, c'est que ça peut mettre aussi à l'inverse, il y a toujours des inconvénients partout, mais ça peut mettre beaucoup de pression. Hmm. C'est-à-dire se dire, bah, j'y arrive pas, je suis vraiment nulle, et du coup, de régénérer de la honte et de la culpabilité, parce qu'on du coup, on veut être parfait. Ouais.
Voilà, donc il faut faire attention à ça. Complètement, ouais, c'est vrai qu'on a tellement, ouais, on est tellement habitué à se juger. C'est fou, même quand on essaye d'aller mieux, on se juge parce qu'on trouve qu'on va pas assez vite. C'est ça, voilà. Ouais, ouais, complètement. Donc c'est tout un truc. Ouais, bien sûr. Et par rapport à, oui, je voulais dire, par rapport aux émotions, ce qui est important en fait, c'est que ça va être, parce que là on parlait tout à l'heure de le dire aux autres et de reconnaître sa vulnérabilité, mais en fait la première personne qui doit faire ce travail, c'est soi. Parce que souvent, enfin moi j'accompagne beaucoup de gens au quotidien, et la tendance, ça pourrait être de mettre l'attention sur l'autre, ce qui ne va pas chez l'autre, parce que c'est essentiellement relationnel, évidemment, hein, les soucis qu'on a. Et on va mettre, voilà, c'est l'autre qui ne va pas. La bonne fuite. Voilà. Et en fait, ce qui peut être vraiment compliqué, c'est d'accepter de revenir à l'intérieur pour se reposer la question, mais moi, qu'est-ce que je ressens? Moi, qu'est-ce qui se passe pour moi? Parce qu'en fait, réellement, c'est dans le monde intérieur qu'on a prise aux choses. C'est-à-dire qu'on peut retrouver la maîtrise à l'intérieur, c'est-à-dire dans son monde intérieur, dans son univers. On n'a absolument pas la maîtrise de comment est l'autre et de comment va une relation. Hein. Après, on peut en discuter, évidemment. Mais globalement, tout ce qui est conflit et problème, c'est vraiment de revenir à l'intérieur de soi pour se rendre compte de ce qu'on ressent. Et ça, c'est même tout le temps, même quand on est seul. Régulièrement, de faire le point, comme je disais tout à l'heure, 3 minutes de respiration, on va faire le point. Qu'est-ce que je ressens là? C'est comment dans mon corps? Parce qu'en fait, c'est des choses, on n'a tellement pas l'habitude de le faire qu'on est déconnecté de nos émotions et de notre corps. Et ça s'accumule en nous. Voilà, c'est ça. Donc, c'est reprendre l'habitude, se réentraîner à se poser des questions, même quand on va bien. Oui, alors ça c'est très 2 points d'ailleurs qui me viennent à l'esprit, il faut pas que je les perde, mais effectivement souvent on est concentré sur le négatif, mais aussi c'est ce que je dis souvent à mes auditeurs, c'est qu'est-ce que ça vous fait quand vous avez des moments heureux, des moments de joie, de partage, de connexion, qu'est-ce que ça vous fait dans votre corps? Nourrissez-vous de ça aussi. Prenez l'habitude, je pense que c'est hyper important. Et deuxièmement, effectivement, c'est vrai, c'est assez vrai, puisque par exemple, quand je sais pas, tu t'enguirlandes avec ton conjoint, tu vas lui dire, enfin, tu vas te dire, oui, mais lui, il a fait ça, il m'a dit ça, nanana. Mais toi, finalement, qu'est-ce que ça te fait? C'est exactement ce que tu dis, effectivement. Finalement, c'est un peu l'enfant blessé, c'est encore une fois des triggers du passé qui ressurgissent. Ouais, bien sûr. Se poser la question sur nous. Ouais. Parce que ce qui est complètement fou, c'est que l'autre, c'est quand même le miroir. Hein. Donc, et comme tu ne peux pas changer l'autre, le plus sage, c'est d'aller regarder dedans. Et en fait, de s'offrir de la reconnaissance, déjà de ce qu'on ressent, et de la compassion. Hein. La compassion, c'est de la compréhension. Quand tu es capable de te mettre vraiment à la place de l'autre, parce que toi, tu l'as déjà vécu. Ouais. C'est un peu la différence avec l'empathie, c'est que ça rend très humble aussi. Parce que tu sais que toi, tu l'as vécu, tu es encore en train de le vivre parfois. Et du coup, voilà, tu as de la compassion. Mais tu peux mettre de l'autocompassion déjà pour toi. Voilà. Et de là, forcément, tu vas rayonner autre chose et la relation, elle va changer aussi à l'extérieur. Ouais, tu auras plus de recul, bien sûr. Ouais. Mais aussi pour ça, il faut savoir faire des pauses. Parce que les pauses, les gens n'en prennent plus. On est dans une société où il faut faire. Mais effectivement, prenez des pauses. Moi, c'est ce que je dis, entre chaque chose que vous faites une transition, faites une pause. Entre chaque transition, faites une pause. Et effectivement, comme ça, comme tu dis, tu respires et puis tu peux te faire un petit peu le point de comment tu te sens. Et ça permet d'éviter d'accumuler toutes ces émotions, toutes ces pensées et d'avoir plus de recul et de conscience. Ouais. Ce que je te proposerais bien, et aussi aux gens qui nous écoutent, c'est de faire ces 3 minutes de respiration maintenant. Ah oui. Allez, aventure! Moi, je trouve qu'il n'y a jamais rien de mieux que la pratique, de le faire tout de suite. Ah super, très bien. Allez les auditeurs, on est parti. Arrêtez-vous de conduire si vous conduisez parce que... Voilà, alors c'est ça, alors sinon c'est pas grave, ce sera pour plus tard. Ok. Alors, fermez les yeux et on est parti pour un petit point de 2-3 minutes. Donc là, vous allez juste commencer à mettre votre attention sur votre respiration. Donc, observez par exemple votre ventre, comment il gonfle à l'inspire et comment il dégonfle à l'expire. Sans rien chercher à changer dans votre respiration, juste l'observer, naturel. Voilà. Vous observez ce mouvement de va-et-vient au niveau de votre abdomen.
Voilà. Vous faites ça jusqu'à temps de sentir un relâchement à l'intérieur de vous. Et puis là, vous allez vous poser 3 questions. Comment je me sens physiquement? Donc là, vous faites un petit scan très rapide de votre corps. Est-ce qu'il y a des douleurs? Est-ce qu'il y a des choses agréables, des sensations neutres? Voilà. Comment ça se passe? Rapidement, sans rien chercher à changer, ni à améliorer. Si vous avez des douleurs, c'est juste, voilà, vous les reconnaissez, elles sont là. Et puis maintenant, vous allez vous poser la question, qu'est-ce que je ressens émotionnellement? Faites un petit point, des fois, souvent, on ressent plusieurs émotions un peu en couche. Peut-être la première couche, peut-être la deuxième, la troisième. Pareil, vous n'essayez pas de changer vos émotions, juste être là avec. Et puis la dernière question, ça va être, qu'est-ce que je pense? Quelles sont mes pensées là, qui traversent mon esprit maintenant? Donc pour ça, vous prenez du recul pour pouvoir les observer. Pareil, sans chercher à les analyser ou à expliquer, juste voilà, autoriser le fait qu'elles soient là, mais de loin. Vous pouvez imaginer aussi des chevaux qui arrivent vers vous, les chevaux de la pensée, et puis vous n'êtes pas obligé de chevaucher le cheval, vous pouvez laisser passer le cheval. Voilà, vous êtes conscient que le cheval passe. Et puis maintenant, vous allez juste vous dire, c'est ok, je ressens tout ça, maintenant, c'est comme ça, maintenant, et c'est ok. Et c'est ok. Et puis de là, vous revenez dans votre ventre, comme au début. Vous allez de nouveau observer votre ventre qui gonfle et qui dégonfle. Et vous lâchez. Vous lâchez tout, vous remettez dans le présent de votre ventre. Ne vous inquiétez pas si vous n'y arrivez pas tout de suite. C'est comme ça qu'est fait notre mental. Et juste quand vous apercevez que vous continuez à penser à quelque chose, hop, vous revenez tout simplement dans votre respiration et vous réobservez votre ventre qui gonfle et qui dégonfle. Et voilà. Et vous pouvez rouvrir vos yeux. Si vous voulez, vous pouvez vous étirer, bâiller. Ça, c'est toujours bien. Voilà. En écoutant votre corps, comme il a envie d'être. Voilà. Ça fait un petit point, 3 minutes. Un petit check. Petite vérification. Moi, j'ai une amie qui le pratique. Elle est ingénieure dans une grande boîte. Et avec son équipe, elle le pratique, je crois, 3 fois par jour. Elle a réussi à mettre toute son équipe là-dedans. Et ils font un petit point, donc 3 minutes. Le matin, le midi et le soir. C'est génial. Tous ensemble, ils s'arrêtent, tac, un petit point, et hop, après, ils repartent. Ouais, et ils repartent différemment, un peu plus calme, un peu plus posé, avec un peu plus de recul et moins dans les émotions et le stress. C'est ça. Ouais. Ça fait du bien, merci beaucoup. C'était bien, ça m'a posé, je vais faire une petite sieste. On va quand même finir l'épisode. C'était bien. Ouf. Ah, j'adore, c'est vraiment... C'est simple, mais ce n'est pas forcément facile. Mais en tout cas, c'est vraiment un apprentissage qui est hyper efficace, je trouve. Revenons à nos petites questions. Alors, quand on est perfectionniste, quand on construit parfois toute une vie avec ce perfectionnisme, comment on peut essayer de réussir à enfin lâcher prise? Parce que ça peut faire très peur, évidemment. Alors, le perfectionnisme, ça va venir de l'injonction « soit parfait », donc. Après, il y a des techniques pour ça, pour se libérer des injonctions.
Déjà, toujours pareil, s'en rendre compte, réaliser qu'on a eu cette injonction. Quand on est enfant, quand je dis injonction, c'est pas que les parents ou les référents qu'on a eus nous ont dit forcément vocalement cette phrase, mais peut-être que tout leur comportement nous ont fait comprendre ça, ou on en a cru que ça voulait dire ça. Voilà. Et encore en plus, les injonctions, elles sont souvent délignées, hein, elles sont généalogiques. Donc, c'est pas que les parents, c'est pas forcément la peine de leur en vouloir non plus, mais de se dire que c'est, voilà, les injonctions, elles sont vraiment sur des lignées généalogiques. Voilà, on connaît pas le début, hein, on sait pas, c'est même pas forcément très intéressant de le savoir, mais par contre, de se dire, ok, j'ai cette injonction, soit parfait, bah, du coup, je vais essayer de me rendre compte déjà régulièrement quand je réponds à cette injonction. Et en fait, du coup, je ne suis pas moi-même, je fais juste répondre à ce conditionnement. Hein. Du coup, hop, je prends du recul, soit parfait. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'être parfaite ou parfait à ce moment-là? Et est-ce que le plus important, c'est pas juste d'être moi-même? Donc là, après, on se redit, hein, bah, par exemple, la contre-injonction, ça va être j'ai le droit de faire des erreurs, ou je fais de mon mieux. Hein, ouais, on peut se répéter ça. J'ai le droit de faire des erreurs, je fais de mon mieux, petit pas par petit pas. Moi, celui-là, je l'adore. C'est-à-dire que c'est vraiment de se rendre compte qu'on fait un petit pas, plus un petit pas, plus un petit pas, et puis un jour, on se rend compte qu'on a vraiment changé complètement. Voilà. Ouais. C'est pas forcément une très grande révolution. Pardon, tu disais. Non, décomposer, effectivement, ouais, c'est utile. Tu vois, le but, tu le décomposes en petites tâches, et puis comme ça, au fin de compte, c'est beaucoup plus accessible, c'est moins stressant, ça fout moins la pression, en fait. Ouais. Et se dire que le fait d'être humain, c'est de faire des erreurs. On fait des erreurs, et on en fait tous. Ça, c'est vraiment important. En plus, dans les entreprises, il y a beaucoup de poids là-dessus et de pression, mais on n'est pas des machines. Heureusement, voilà, on n'est pas des machines. Donc, effectivement, on fait des erreurs. Il y a des marges d'erreur, voilà, et c'est OK. C'est OK de se dire ça. Et en même temps, si on fait jamais rien, ben oui, on fait pas d'erreur, mais on est mort-vivant en même temps. Donc, c'est pas très intéressant. Ouais, complètement. Et quand on est perfectionniste, on est dans le contrôle. Cela veut dire qu'on ne supporte pas l'incertitude, qu'on est inquiet, qu'on est anxieux, qu'on est stressé. Comment on peut se libérer de l'inquiétude et se sentir plus apaisé durablement, mais aussi finalement lâcher un peu plus prise, être moins dans le contrôle, plus flexible? Ouais. Alors l'anxiété, c'est un sacré truc. Hein. Ah oui. C'est un sentiment qui est en général assez diffus. On est inquiet quand on est vraiment inquiet. Je dirais pas par nature, parce que tout ça peut se changer, mais en tout cas quand on a une tendance à être inquiet, réellement ça peut être n'importe quoi. C'est-à-dire un jour on a un sujet, mais une fois que le sujet est réglé, on va trouver un autre. C'est-à-dire que l'inquiétude se balade d'un sujet à un autre. Parce que il y a une insécurité profonde. C'est un petit peu comme si on marchait sur des œufs, ou on marchait tout le temps sur des sables mouvants. C'est-à-dire que les fondations, elles ne sont pas solides. Donc le travail, ça va être de consolider les fondations, nos fondations de sécurité. Pour ça, il y a un très très beau travail à faire, c'est un travail avec l'enfant intérieur. Voilà, de vraiment, là c'est intéressant d'être accompagné pour ça aussi. Voilà, d'aller regarder petit à petit, d'aller faire ce travail. C'est notre moi adulte qui va prendre soin de notre enfant intérieur blessé à plusieurs stades. Voilà, et c'est un très très beau travail qui va... En fait, on se donne de l'amour, de la sécurité à travers ces enfants intérieurs. Ce dont on avait besoin à ce moment-là. Voilà, mais en gros c'est ça. Il faut passer de l'insécurité à la sécurité. Et comment est-ce qu'on fait et c'est la sensation de revenir à la maison. C'est-à-dire qu'il faut qu'à l'intérieur de soi, ça soit la maison. C'est-à-dire que c'est le home en anglais. On revient à la maison. Parce que si on n'a pas de sensation de maison, on n'est pas bien, on est insécure. Et c'est pas une histoire d'avoir une belle maison ou... Non. Parce que l'inquiétude, ça n'a rien à voir avec ça. Les gens extrêmement inquiets, qui ont des sécurités financières, voilà, des maisons, mais c'est pas ça. C'est la sensation de la maison. Pour ça,
C'est pour ça que c'est important d'avoir l'habitude de revenir à l'intérieur de soi, de respirer dans son cœur, c'est-à-dire vraiment, ici, au centre de sa poitrine, et petit à petit de se donner de l'amour, de la compassion, de la reconnaissance, s'autoriser à aller mal, voilà, avec beaucoup, beaucoup de bienveillance. Une des clés, c'est la bienveillance. Beaucoup. C'est-à-dire, on remet de la sécurité, on remet de l'amour. Avec le temps, eh bien, les fondations, elles se consolident et on est moins inquiet. Voilà. Beaucoup moins inquiet. Et pour ceux qui ne savent pas du tout parler à leur enfant intérieur, par quoi peuvent-ils commencer? Alors bien sûr, il y a des thérapies, etc. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qu'ils pourraient commencer à entreprendre? Après, ça peut être assez simple. On peut, par exemple, mettre la main sur le cœur, donc au centre de la poitrine, ça correspond au chakra du cœur. Et par exemple, quand on ne va pas bien, on ne se sent pas bien pour une situation X, je sais pas, on va faire quelque chose, ça nous fait peur, ça nous inquiète, eh bien on va juste poser la main et se parler à soi. Je vois que tu as peur. On imagine un enfant intérieur si on veut. Moi je parle aussi de grand cœur et de petit cœur. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de nous, on a une sorte de grand cœur qui est en général tout le temps calme, où il y a vraiment la paix, une paix très profonde, une joie aussi très profonde, qui est immuable. Il y a quelque chose de permanent à l'intérieur de nous. Mais on appelle, excuse-moi de t'interrompre, en anglais le higher self. Oui, c'est ça. Le moi supérieur, le mot qu'on veut utiliser, tout à fait. Et puis le petit cœur qui, lui, a des blessures, qui a été déchiré, brisé. Et le grand cœur est capable de prendre soin du petit cœur. Et en fait, quand on fait ça, quand on se rend compte de ça, eh bien, c'est là que les choses fonctionnent, c'est là qu'on arrive à se donner de l'amour, de la compassion. Donc on peut juste mettre la main sur le cœur et c'est-à-dire que c'est notre grand cœur qui va prendre soin du petit cœur. Ok, je vois que tu es inquiet là. Pas toujours tout de suite vouloir s'en aller de là. Pas tout de suite dire, par exemple, un enfant qui va venir vers nous et qui pleure, on va pas lui dire mais non c'est bon, t'inquiète pas. Non, le truc c'est je vois que tu pleures, dis donc t'es triste, qu'est-ce qui t'arrive? En gros, on reconnaît déjà ce qu'il est en train de vivre. On n'est pas tout de suite en train de dire mais non, ça va. Et c'est déjà souvent ça suffit, parce que l'enfant a été reconnu, c'est bon. Voilà. Donc on est présent à lui, on va faire la même chose avec notre petit enfant intérieur, notre petit cœur intérieur. Dire voilà, je vois que tu es inquiet, je suis là pour toi. Je suis là pour toi. Et on se donne de l'amour. On donne de l'amour à l'intérieur. Et l'amour, c'est la bienveillance. Voilà. C'est que c'est OK. Tout est OK. Et c'est vrai que certaines personnes, elles peuvent dire oui, mais je ne sais pas quoi lui dire. Tu vois, mais je pense qu'il faut pas, t'as pas besoin forcément de parler une demi-heure avec. Je pense que c'est une communication et une reconnexion à faire. Donc ça peut être juste d'être là pour entendre finalement cette partie blessée de nous qui a besoin de s'exprimer, pourquoi elle est blessée, etc. Et ça peut aussi, moi je sais que je visualise beaucoup mon enfant intérieur, alors à différents âges. Ça peut être moi quand j'étais bébé, quand j'étais enfant, etc. Ou même adulte, même il y a un an. Et puis lui faire un câlin, ou tu vois, ce genre de choses que j'aurais eu besoin au moment où ça arrivait, ou tu vois, ce genre de choses. Tout à fait, ouais. Une des phrases qui marche très bien, c'est « je suis là pour toi ». C'est la première phrase qu'on a besoin d'entendre quand on est enfant. Je suis là pour toi. Alors, c'est pas forcément en phrase, c'est en acte, mais en gros, c'est ça. C'est vous mettez la main sur le cœur, je suis là pour toi. Et après, vous ressentez, il n'y a pas besoin forcément, effectivement, de parler très longtemps. Après, ça peut, si on le sent, on va pouvoir explorer, peut-être voir. Votre enfant intérieur, il va vous envoyer une image de là où il est. Alors, ça dépend à quelle couche vous touchez. Mais des fois, il y a des endroits très archaïques où, en général, l'enfant intérieur, il va être caché dans un endroit très noir, très sombre, dans un coin. Ça, tu vois, ça m'a donné des frissons. Ça, c'est quand mon âme, elle sent la vérité. Effectivement, je vois très bien ce que tu veux dire. Moi, je sais que j'étais dans au fin fond d'une espèce de prison grotte noire. J'étais remplie de boue, etc. Tu vois, ça, c'était les premières fois où je suis allée rencontrer cet enfant intérieur. Et après, du coup, tu vois, j'ai imaginé, je le lavais, je lui faisais un câlin, je lui mettais de la lumière, j'ouvrais, tu vois, je nettoyais les fenêtres, je le sortais de cette prison. Je pense que la visualisation, elle est très très puissante puisque finalement, tu parles avec cet inconscient-là. Oui, complètement. Ouais. Et le premier pas,
avant même de le laver, parce que tu as dû le faire naturellement, mais le premier pas, c'est d'être là avec lui. Et elle était en colère d'ailleurs, elle voulait pas. C'est ça. Ouais. C'est juste de s'asseoir, tu n'essayes pas de changer, juste déjà être là. Tu peux t'asseoir même assez loin si l'enfant il veut pas, ou juste être là, puis tu respires. Voilà. Et au bout d'un moment, il se passe quelque chose. La suite la semaine prochaine ?